Bonjour, on ne voit que lui sur les écrans depuis dimanche dernier et c'est bien normal. Le nouveau président de la République française, Emmanuel Macron, a envoyé depuis 8 jours une profusion de signes et de signaux de la fête du Louvre aux différents documentaires autorisés diffusés par les chaînes de télévision françaises. Alors pour prendre un peu de distance par rapport à ces signes et à ces signaux, 4 regards de confrères étrangers. Étrangers, oui, mais tous familiers de la France et de ses images, Robin. Exactement, donc avec vous, Vaiju Naravan, vous êtes correspondante du quotidien indien The Hindustan Times. Scott Sayar, vous êtes ancien correspondant du New York Times à Paris. Vous êtes désormais journaliste freelance et vous avez publié récemment une longue enquête sur Marine Le Pen et les médias dans le Guardian. Miné Kir, alors... Kirit Karat. Exactement. Voilà. Vous le dites beaucoup mieux que moi. Je vous pas mieux. êtes éditorialiste du quotidien turc Cumhuriyet. Cumhuriyet, oui. Exactement. C'était presque bien. Voilà, c'est presque parfait. Très critique vis-à-vis du gouvernement d'Erdogan. Donc le 31 octobre 2016, à la suite du coup d'État en Turquie, le rédacteur en chef du quotidien ainsi que 16 journalistes ont été arrêtés et mis en garde à vue. 11 d'entre eux seraient encore emprisonnés. Aujourd'hui, ça fait 12. Mais aujourd'hui, ça fait 12. Voilà. Puisqu'on vient d'apprendre juste avant Oui, d'entrer justement, sur que le rédacteur en chef du site internet Cumhuriyet, qui est très très suivi en Turquie, 1,5 million de gens nous suivent, a été aujourd'hui arrêté à cause d'un article sur la mort d'un procureur de la République qui s'attendait à être tué d'ailleurs. Voilà, 12e emprisonné. Et enfin, Anna Navarro, vous êtes correspondante de l'hebdomadaire portugais de centre-gauche, Visao. Vous voyez, c'est plus facile à dire. Oui, c'est plus facile, oui. Voilà. Alors, on va s'arrêter donc sur toutes ces images envoyées par Emmanuel Macron et les documentaires qui portent sur lui, en commençant évidemment par la toute première image symbole du quinquennat, Robin. Voilà, dimanche 7 mai, Macron, à peine élu, s'offre le Louvre pour sa première sortie présidentielle. Un discours prononcé devant la pyramide, donc commandé 30 ans plus tôt par François Mitterrand, et une longue marche sur la musique de l'hymne à la joie pour arriver jusqu'à son pupitre. Une promenade commentée en direct par les chaînes télé. On regarde. La musique monte au Louvre. On va voir ce qui se passe en direct. Emmanuel Macron est en train d'arriver à pied dans la cour du Louvre sur l'hymne à la joie, on en parlait tout à l'heure. Emmanuel Macron qui vient d'arriver. C'est un deuxième temps de cette soirée qu'il se voulait d'abord festif pour ce discours qu'il va prononcer devant ses militants. Mais on le voit, l'image est également extrêmement solennelle. Emmanuel Macron qui arrive. Emmanuel Macron qui a donc cet air grave, qui ne sourit pas, qui n'est pas triomphaliste. La leçon du premier tour, comme le disait Benjamin Griveaux, a été apprise, retenue. C'est une soirée où une page de l'histoire de la vie politique française se tourne, et cela, Emmanuel Macron l'avait bien compris il y a un an quand il a monté son mouvement. J'entends l'hymne à la joie, on sait qu'Emmanuel Macron... C'est l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, symbole de l'Europe, hymne de l'Europe. Emmanuel Macron a fait agiter des drapeaux européens dans ses meetings. Moment extraordinairement scénarisé, ça me fait penser à François Mitterrand au Panthéon. Alors, énormément de choses dans le montage qu'on vient de voir et d'entendre. Là, le personnage, le décor, la musique, les commentaires des journalistes. Alors, on va passer tout ça en revue un élément après l'autre. Auquel de ces éléments avez-vous été particulièrement sensible en regardant l'émission en direct? Qui attaque? Eh bien, moi, j'étais très contente que quelqu'un ne lui ait pas sauté dessus en disant « embrasse-moi ». C'était grave, très bien mis en scène. Et puis, par rapport à l'importance de la période, du temps, de l'histoire où la France est confrontée, je dirais, parce que la France est en mauvais état actuellement, eh bien, une mise en scène comme ça ne fait pas de mal. Ne fait pas de mal, ça donne confiance, et puis il a réussi un coup de maître quand même. Anna Navarro. On va rester... non, mais attendez, on va peut-être rester sur la cérémonie du Louvre. Ensuite, on pourra élargir. Oui, on va rester sur ces images qu'on vient de voir. Le choix du Louvre, étant donné les contraintes
on peut penser ce qu'on veut. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu surplombant, mais quand même, étant donné les contraintes, pourquoi pas. Quelles contraintes? Les contraintes déjà ne voulaient rien de connoter à gauche ou à droite dans la géographie parisienne. Ah oui, la République avait été envisagée et finalement n'a pas été retenue. Voilà, question de sécurité aussi, c'était fermé sur 3 endroits, c'était beaucoup plus facile pour les forces, mais c'est la réalité pour assurer la sécurité en si peu de temps. Mais en tant que téléspectatrice? Et puis, mais en tant que le Louvre ou le reste, vous en tant que téléspectatrice, qu'est-ce que vous avez ressenti? C'était interminable. Et vous savez quoi? Il aurait réussi en 15-20 secondes, à mon avis, mais là, c'était interminable et c'était suffisant. Au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui a un but de soi-même. Ce n'était plus l'individu qui se défaisait des habits du candidat et qui endossait les habits du président. C'était tellement suffisant qu'on n'en pouvait plus de... Et évidemment... La marche proprement dite n'a pas duré si longtemps. Enfin, je veux dire, ça a duré 3 minutes. Oui, non, en termes de télé, c'est 3 bien 2 minutes. Quand même. Je pense qu'on peut s'accorder sur une c'est 3 siècles en termes de télé de voir un homme marcher. Mais parce que c'est une démocratie. Parce que vous avez vu la marche de Poutine quand il entre dans le Kremlin? Eh bien, ça dure 15 minutes. Et il essaie de le rattraper déjà, alors. Je suis entièrement d'accord avec Anna. Et pas du tout d'accord avec Minet. Je trouve que vraiment c'était trop chorégraphié, trop mis en scène comme ça. Le spot qui le suit avec le noir derrière et tout ça. Je trouve qu'il y avait une espèce de qualité théâtrale qui était recherchée, qui renforçait cette image de la présidence monarchique un peu, que les Français ne semblent pas pouvoir se décrocher de ça. Je sais que François Hollande a essayé, et quand on l'a vu avec son scooter et son casque, c'était un peu involontaire. Il s'est fait ridiculiser par les Français parce qu'on a trouvé que c'était trop quiconque, trop ordinaire, trop homme de la rue. Il faut quelqu'un de présidentiable, de président en France, je pense. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop tartiné. Franchement. Scott Sayar. Je partage l'avis de mes deux consoeurs sur les extrêmes. De toute façon, vous pouvez être sûr, on n'est jamais d'accord. Ah bah parfait alors. Oui, j'étais très frappé par cet élément. Je regardais la télévision ce soir-là. Et il y avait 3 choses qui m'ont frappé. Surtout d'abord la solitude recherchée. Est en contraste tout de même avec la campagne soi-disant participative qu'il a essayé de mener. En Marche était censé être un truc de rassemblement, et de voir des images de monarques seuls, ça collait pas, à mon sens, avec les valeurs qu'il essayait de promouvoir pendant sa campagne. Elles étaient totalement inattendues. Je dois dire que moi, quand je l'ai vu surgir comme ça, seul des guichets du Louvre, de la cour Napoléon, je m'y attendais pas. Parce qu'effectivement, il avait plutôt donné une image de collectif. L'image recherchée était plutôt l'image d'un collectif. Je suis tout à fait d'accord. Après, il y a et ça je l'ai écrit à la suite de cette performance, il y a cette recherche on dit du président de la République que c'est un monarque élu, et effectivement, là on était royalement dans les codes. La cour Napoléon construite par l'empereur dans l'ancien fief habitation des rois de France. Bon, après, il y avait la modernité. Non, mais le Louvre, c'est aussi le théâtre d'un certain nombre d'événements révolutionnaires. La chute de la monarchie le 10 août 92, ça se passe au Louvre. Je veux dire, c'est aussi un symbole révolutionnaire. On est d'accord, et c'est aussi un symbole, de l'art français. Je pense que c'était surtout ça, devant la pyramide de IMP, qui était peut-être intéressant, d'après ce que j'ai compris. C'est l'architecte. Exactement. Architecte américain.
C'est d'ailleurs cette pyramide qu'on connaît à l'international, plus que... Bon, et c'est Mitterrand qui l'a fait faire. Tout à fait. Mais voilà. Et alors, puisqu'on est sur Mitterrand, d'ailleurs, la référence à Mitterrand était double, puisque effectivement, il y a une référence à Mitterrand par rapport à la pyramide, et aussi référence à Mitterrand, comme on le voit là, à la cérémonie d'intronisation de Mitterrand, qui lui avait annexé un autre monument parisien, le Panthéon. Et quand on juxtapose les deux images, les images de la marche solitaire de Macron et de l'arrivée de Mitterrand dans la crypte du Panthéon, je veux dire, voilà, on se dit que le parallélisme a forcément été recherché. Oui. Voilà. Alors, Macron avait bien étudié la mise en scène de Mitterrand, mais Mitterrand avait bien étudié l'histoire Louis XIV, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis Louis XIV, la France, justement, le peuple a la tradition d'attacher énormément d'importance à la panache de ces événements-là. Comment tenait Louis XIV la cour, la France entière? C'était les fastes, c'était justement ce cérémonial. Et c'est traditionnel. Mitterrand savait ça. Et Macron, je pense que c'est les deux, mais qui s'inspire sur Mitterrand. Oui, c'est un bon exemple, Louis XIV et Emmanuel Macron. Oui, non, mais Mitterrand avait étudié... c'est moi Non, Mitterrand avait bien étudié Louis XIV. Non, mais on a bien compris. Et voilà, Macron a bien étudié Mitterrand. La tradition. Mais quand même, un parti à ses initiales, la République Emmanuel Macron, ou la République En Marche. Alors on dit que c'est une monarchie démocratique pour la France. Il y a un culte de la personnalité sur le personnage qui est gênant. C'est l'un des éléments très gênants dans ce nouveau président de la France et qui nous fait demander, mettre un bémol il fait une révolution de la politique française, sans l'ombre d'un doute, mais qui fait mettre un bémol à ce qui va se passer à l'avenir, à sa capacité d'endosser vraiment la destruction et la reconstruction dont il est à l'origine politique. Donc là, c'est un élément perturbant. Je suis assez d'accord sur l'élément perturbant et je rajouterais un autre élément qui, à titre personnel, en tout cas, m'avait perturbé ce soir-là, c'est la reprise de codes anciens aussi. Là, les images qu'on a vues pendant la soirée, pendant sa marche, et puis pendant son discours, c'est des images fournies, c'était marqué là, on l'a vu dans les images, c'est des images fournies par la campagne, c'est-à-dire c'est pas des images récoltées par des journalistes. Pour un homme qui avait parlé tout de même plus que les autres candidats à cette élection de la liberté de la presse et l'importance démocratique d'une presse libre, je trouvais ça assez surprenant que toute la chorégraphie de cette soirée soit finie uniquement par les caméras de son équipe. Comme Obama en 2008 d'ailleurs. On va y venir. L'hymne à la joie, dont qui a surpris aussi, sur lequel les Le Pénistes se sont jetés pour dire, voyez quel scandale, il n'entre pas sur la Marseillaise, mais il entre sur l'hymne à la joie, hymne européen. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que quand même, il a choisi l'hymne européenne. Donc, il a toujours été pendant sa campagne quelqu'un qui était solidement pro-européen. Je trouve la bonne chose chez Macron, c'est qu'il n'a jamais essayé de cacher le fait qu'il soutenait complètement l'Europe, qu'il voulait aller en avant avec l'Europe. Et c'est ça qui est peut-être le seul élément positif dans toute cette chorégraphie et cette mise en scène, quoique c'est quand même une musique qui est très lourde, très... assez important de ce point de vue, connu de tout le monde. Donc ça on ne parle pas de la qualité musicale, là, on parle du sens de ce... Oui, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, tout le monde est d'accord, vous êtes tous autour de cette table, des europhiles, des eurolâtres... Non, pas du tout. Mais l'Europe a été un thème clivant dans cette campagne, paradoxalement, dans un pays qui, en règle générale, tout ce qui est extérieur ne rentre pas dans les préoccupations de campagne. Deuxièmement, non, pas du tout idolâtre, pas en ce qui me concerne. L'Europe doit être réformée, elle ne peut pas continuer à marcher comme elle marche là, mais ce n'est pas le moment de tout détruire. Et effectivement, c'est un souffle de soulagement que même si on n'est pas content avec ce qui existe, qu'on n'ait pas détruit cet édifice fragile en ce moment même, parce qu'on ne se serait pas remis.
Oui. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Depuis tout à l'heure que j'écoute mes collègues que j'admire énormément, je suis, on dirait, la seule qui soit d'accord avec la cérémonie de Macron. Ah, je n'ai pas entendu beaucoup de critiques violentes là, autour de la table. Non, pas de critiques, mais ça les a étonnés. Et moi, je pose la question, si Macron avait répété la place de la République avec la Marseillaise, est-ce qu'on n'aurait pas dit les mêmes choses en sens inverse, c'est-à-dire « oh, il fait comme les autres ». Vous voyez? C'est-à-dire de toute façon, quoi qu'il fasse, eh bien, il serait critiqué. Il fait comme les autres. La République n'est pas non plus un point de passage absolument obligé. De mémoire, il y a eu une cérémonie place de la République pour la deuxième élection de Chirac en 2002, après son second tour contre Jean-Marie Le Pen. Il était allé à la... Et pour l'hymne européen, j'aimerais ajouter que l'hymne européen, ça colle très bien, parce que malgré les apparences et ce que vous entendez de moi, je ne suis pas un macronien. Et comme pour un néolibéral, je trouve que c'était très bien cet hymne. Pourquoi? Et parce que on va voir par la suite l'économie et puis le ton, le sens qu'il va donner à l'économie. Moi, je suis contre le néolibéralisme. Alors, on verra comment on peut voir l'économie dans l'hymne à la joie. Parce que l'Europe entière, l'Union européenne, s'est rendue totalement aux Américains, aux ordres des Américains. Et depuis que ils ont signé l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, qu'ils ont ouvert les frontières sans aucune, protection par rapport à la Chine, par rapport à l'Inde, etc. Bien sûr, je sais que ça n'arrangeait pas l'Inde dont je parle. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une phase où le fascisme est en train de monter à cause de cela, parce que les gens sont en chômage. Enfin, c'est un autre sujet. On est sorti des images. Alors, on le disait, si ces images ont étonné, c'est parce qu'elles viennent en contraste avec l'image que Macron a essayé de donner pendant toute sa campagne et qui était notamment donnée dans un documentaire diffusé sur TF1 le lendemain soir. C'est ça. Donc, le lendemain soir de l'élection, donc les coulisses d'une victoire où on découvre un Macron toujours sympa. Exemple, le 1er mars, Macron est en visite donc, au Salon de l'Agriculture quand il reçoit un œuf en plein visage. Donc, après avoir changé son costume, le candidat regarde la vidéo sur son téléphone et se marre. On regarde. Moi, je me suis marré à mon. J'ai vu ça. Parce que c'était pas un... Vous avez vu l'image? Oui. Tu l'as vu ou pas? Non. Ah, elle est très violente. Moi, j'étais assez impressionné du son. Et on voit que je me marre? De quoi? Non, parce qu'on voit Alexandre qui te plie en deux. Moi, je me marre plutôt. Et le gars était ulcéré. Ils étaient là, ils disaient, oh, c'est pas possible. C'est passé sur Internet? Oui. C'est quand même, c'est moi qui me le prends dans la tronche. Regarde, putain, on voit vachement. Mais c'était violent. Ce serait n'importe quel projectile, c'est pareil. Ça a l'air faire mal. Tu vois? Non, ça fait pas mal du tout. Ça m'a ruiné mon costume, mais... Non, mais je veux dire, il il vient de loin, mais t'as vu ça surtout? Bah, le mec, il a un coup de bol. Le mec, il a un coup de bol quand même. Comme quoi, t'es pas le seul. Et ton costume, il est... Ah bah, il était pas bien, mon costume. Scott Sayar, comment vous avez réagi à ce Macron super sympa et cool? Est-ce que vous avez été séduit? Oui, enfin, comment dire, séduit, oui, mais ce qui est... Parce que le pouvoir de la bienveillance est plus fort que moi. Mais très honnêtement, j'ai regardé ce documentaire et ce qui m'a gêné, effectivement, c'est que c'était extrêmement séducteur et qui avait extrêmement lisse. Et je n'arrive pas à croire une seule seconde qu'il y a eu une campagne politique en France, que ce soit menée par Macron ou n'importe quel autre candidat, qui s'est fait avec autant d'assurance et de calme et de gentillesse permanente. J'ai envie de dire, là, c'est apparemment un externe de la campagne qui a filmé et produit tout ça. Oui, c'est un documentariste, voilà. J'étais frappé par contre que le dédicace de ce film
est envers la députée qui est décédée lors d'un meeting d'Emmanuel Macron. Alors, c'est triste, évidemment. Je me demande, en revanche, si, par exemple, ce documentariste suivait Marine Le Pen et que, disons, Gilbert Collard est mort pendant un meeting de Marine Le Pen, s'il aurait dédicacé le film à M. Collard. Voilà, parce que le film était donc dédicacé à Corinne Herel, députée socialiste, Exactement. qui est donc morte à la veille du second tour, députée bretonne. Exactement. Oui. Et qui figure, il y a un moment dans le film où tout le monde pleure autour d'elle, et je veux bien croire que c'est vrai, mais tout simplement le manque de regard critique dans ce film, je trouve extrêmement troublant. Ouais, c'est-à-dire, vous avez dit, comment vous avez dit, la bienveillance est toujours plus forte que moi. Oui, mais c'est vrai, parce que j'apprécie spécialement la bienveillance, et donc de voir des gens sympas tout le temps, oui, c'est plaisant. Mais cette bienveillance omniprésente, plus cette dédicace à une députée macronienne, vous laisse penser qu'il y a anguille sous roche, comme on dit en France. Ah mais oui, Non, mais totalement. Alors, Anna Navarro. Mais évidemment, je fais mienne les paroles de Scott. Et j'ajoute autre chose. Je n'avais pas vu le documentaire le soir, là, lundi soir, c'est ça. Et donc, on m'a téléphoné. J'avais une sorte de petit panel d'opinion pendant les élections pour tester un petit peu les choses. Des Français? Oui, et on me téléphonait en me disant « Mais tu as vu, mais finalement, il est vachement sympa. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Oh, c'est un surdoué, ce type. Mais t'as vu, il perd jamais son calme. » Et là, j'ai dit, il faut que je vois ça. Donc, je l'ai regardé, le documentaire, mais déjà avec un petit peu de regard plutôt critique. Et j'étais extrêmement étonnée. C'est un documentaire embedded, c'est un documentaire en faveur de Macron. Je ne sais pas quel a été le critère du documentariste pour faire les critères éditoriaux, pour monter ce produit final. Mais les images choisies sont des images qui vont donner des votes, et ça dans mon petit panel c'était sûr, dans les législatives à Emmanuel Macron, à son parti, alors que de la part de gens qui étaient dubitatifs avant. Ce documentaire est un élément de campagne, et il est présenté comme étant indépendant, comme étant juste un observateur en coulisses. J'étais extrêmement étonnée, et là, nous, médias, nous avons un énorme travail à faire pour expliquer les ficelles de la communication qui va s'instaurer avec Emmanuel Macron, qui était déjà là pendant la campagne. Une communication à Obama, qui était ficelée de fil de fer tout le long de ses 8 ans, mais qui reposait sur quelque chose d'autre. Elle était cohérente, parce qu'elle reposait sur un élément intrinsèque d'Obama, des Obama, parce que le couple, et d'ailleurs, Emmanuel Macron et Brigitte aussi, c'est un couple. Mais le couple avait des principes et des valeurs qui étaient un fil conducteur. Michel et Barack Obama. Des valeurs de travail, des valeurs d'écoute, les valeurs de parole. Après, dans l'action d'Obama, c'était autre chose. Mais ça n'est pas la première chose qui vient en tête quand on pense à sa présidence. Et sa popularité jusqu'à la fin a été toujours positive et immense. Donc, et c'est dû à cette communication-là. Par contre, dans le cas d'Emmanuel Macron, je ne sais pas quelles sont ses réelles convictions. Je ne sais pas quels sont ses principes régulateurs de vie. Je ne sais pas sur quoi est basée toute sa communication. Ensuite, est-ce juste du marketing, donc un coup à droite, un coup à gauche, un coup au centre, un coup en arrière, juste en fonction du trending de l'opinion publique, ou est-ce que quand même, en plus de tout cela, il y a un socle sûr sur lequel on sait qu'il y a des valeurs sur lesquelles il se base? Je ne sais pas, j'ai des doutes. Juste sur le parallèle avec Obama, un mot sur la mise en image et les photos, puisque ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'en effet, la mise en photo des deux chefs d'État est très très similaire. Ah oui. En France, donc c'est Soisic de la Moissonnière qui s'occupe des photos d'Emmanuel Macron. Donc elle suivait François Bayrou avant, et donc elle a opté pour un style très très proche de celui de Pete Souza, photographe officiel d'Obama pendant ses 2 mandats. Donc on va regarder quelques exemples. Donc on commence donc avec Emmanuel et Brigitte et Michel et Barack. Voilà, il y a des passages obligés dans la mise en image. Hein, le baiser donc conjugal. Le couple, le baiser conjugal. Est un passage obligé. Voilà, mis en scène de manière assez similaire. On a aussi, Barack et Emmanuel très décontractés, donc les pieds sur la table en train de répondre au téléphone. Donc voilà, ça c'est le Obama cool. Et Macron, visiblement, suit un petit peu les mêmes pas. On va appeler ça la coolitude par les semelles, en fait.
Exactement. Et ensuite, voilà, Obama et Macron devant le miroir, visiblement très sûrs voilà, de maîtres de leurs images. Alors voilà, je sais pas si elle s'est inspirée ou pas, mais enfin c'est clair dans la démonstration. Ouais. Mais c'est toujours frappant de voir qu'effectivement il y a des passages obligés de comment on montre un président cool, sympa. Juste avant de revenir à Obama sur le documentaire, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur les photos, c'est ça? Juste parce que je pense que ça sort de Paris Match. Oui, ça sort de Paris Match, et ce qui est intéressant, c'est que il est nullement indiqué que Soisig de la Bossonnière, c'est le photographe officiel d'Emmanuel Macron. C'est vrai. C'est vrai. Non, bien vu. Troublant. Non, très très bien vu. Le documentaire, comme nos deux confrères, vous y avez vu un documentaire de propagande Oui, j'allais utiliser le mot propagande, en fait. Et c'est un documentaire parce que très récemment, j'ai revu les documentaires qui ont été faits par Leni Riefenstahl. Attention. Bon, le contexte est très loin. Leni Riefenstahl, donc documentariste de Hitler, documentariste embedded d'un chef d'État qui s'appelait Adolf Hitler. Oui, on est bien d'accord. Tout à fait, je suis d'accord. Mais la qualité d'image était remarquable, les angles qui ont été pris, la manière dans laquelle on montrait des foules. Je ne fais pas du tout de commentaires. On est bien d'accord que Hitler apparaissait moins sympa sur les images de Riefenstahl. Je suis d'accord. Alors, où est le parallèle alors? Le côté popularité, le côté de adulation qui a été fait aussi, qui paraît des films de Riefenstahl. Moi, je trouve qu'ici, il y a un manque total d'objectivité. On ne pose pas de questions. On ne demande pas à critiquer ou à voir d'un regard critique ce que le candidat propose véritablement. Et ça me pose problème. Et c'est vrai que dans ce documentaire de TF1, il n'y avait quasiment pas un mot sur la politique. Absolument, et on n'essaye pas d'aller au deuxième degré. On reste là au premier degré. Et en ce qui concerne Obama, je ne suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis « Ah oui, le programme était clair, c'était juste le travail et tout ça ». Si tu lis le livre... Je dis des valeurs fondamentales. Oui, mais si tu lis le livre qui vient d'apparaître de David Gower de New York Times sur Obama et sa glissade vers la vie de célébrité et de 400 000 $ par discours qu'il prononce, je trouve qu'Obama est très loin de ses débuts. Que quelque part, quand il était à la Maison-Blanche aussi, il avait en quelque sorte oublié la base. Mais ça fait partie de sa communication et on sait que c'est de là qu'il est parti et donc c'était un socle qui a marché. Je ne sais pas si c'est resté un socle. Le sujet, notre sujet, c'est Macron. Alors, vous avez dit au téléphone à Robin Andraka, ici présent, que vous aviez adoré ce documentaire. Oui, alors maintenant, osez le défendre maintenant. Oui, je vais le défendre. Qui est le patron de TF1 ? Qui est Macron? Alors, Macron est le produit des patrons de MEDEF, de tous les grands patrons. Oui. On ne peut pas s'attendre de TF1 un autre documentaire que celui-là, puisque tous les patrons ont travaillé pour Macron. Vous n'avez pas dit ça, Minet. Vous n'avez pas dit ça, Minet. Vous avez dit j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé parce que je ne m'attends pas d'un documentaire qui fait la campagne pour un présidentiable. Oui. Que ce documentaire soit contre lui objectif. Est-ce que vous pouvez me citer un seul documentaire sur un sujet comme celui-là? Il n'est pas obligé que ça soit sur un candidat présidentiel ou quelque chose comme ça. Mais quand on fait un documentaire comme ça, bien sûr que ça va être subjectif. Bien sûr que c'est une arme, c'est un outil de propagande et de campagne, etc. Nous savons tout cela. Mais il faut regarder avec un autre œil. Mon admiration vient d'ailleurs. Alors, d'où? Voilà. D'où elle vient? J'ai trouvé dans ce documentaire le vrai visage de Macron. Vous avez vu ses yeux? Ses yeux disent tout. Ah. Macron est un banquier. Expliquez-moi comment ses yeux disent que Macron est... C'est vraiment, quand il reçoit l'œuf sur la tête, sa réaction par rapport à l'Internet. Et puis, quand il est hué par le Front National au sortir à Toulon, voilà, exactement. Ou bien quand il entre après Madame Le Pen, sur le Whirlpool, etc.
Je n'ai jamais vu de ma vie de journaliste depuis 30 ans, un politique qui a un sang-froid pareil. Il est bardé de fer. On peut tout lui faire. Il ne bouge pas d'un iota. Et cette qualité d'avoir ce sang-froid, Et ça, mais c'est vraiment, il n'y a que les banquiers et les grands patrons qui peuvent l'avoir. Ah oui. Est-ce que c'est une qualité pour servir le peuple ou est-ce que c'est un désavantage? Ça, on verra avec le temps. Mais j'ai apprécié énormément le sang-froid. Mais je pense que pour conclure, je ne pars pas du fait que ça relève de la nature d'un banquier ou d'un grand... Ça, j'en sais rien. Mais par contre, pour conclure que les réactions qu'on voit d'Emmanuel Macron dans les images de ce documentaire soient les réelles images, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu 5 minutes de pause entre la prise d'image et l'événement pour que le mec il puisse se calmer, pour que ses conseillers presse puissent lui dire « alors là, vous allez être gentil, parce que sinon, vous allez faire le méchant banquier qui réagit mal ». Le problème, dans tout documentaire, et par ailleurs dans tout article de presse qu'on peut lire ou toute émission, c'est la confiance du public vis-à-vis de ce qu'on lui donne. Moi, en tant que public dans ce film, je n'ai aucunement confiance de la réalité de ce qui est montré à... Je pense pas que ce soit un problème de chargé de com qui lui disent de se calmer ou pas de se calmer. Alors, on ne sait pas dans quelles conditions... On sait pas exactement dans quelles conditions ce documentaire a été tourné et le réalisateur a refusé de nous prendre le téléphone. Donc voilà, donc on n'en saura pas plus. Mais il m'a semblé lire qu'il avait 150 heures de rush. Et qu'il en a gardé... Il a 150 heures de rush. On a un truc qui dure 1h30. Moi, vous me donnez 150 heures de rush. En 1h30, je vous fais un type super énervé et hystérique, ou je vous fais un type calme et zen. Bien sûr, bien sûr, mais d'une certaine manière, à titre personnel, je vois dans ce documentaire un problème qui est un problème global, à mon sens, des médias français. Et qui contribue d'ailleurs à la défiance que les Français ressentent à l'égard des médias, c'est le fait que vis-à-vis du pouvoir, et maintenant Macron c'est le pouvoir, vis-à-vis du pouvoir, au lieu d'interroger et de critiquer ou de challenger, on préfère accompagner. Il y a quelque chose dans le rite républicain, le spectacle noble de l'exercice du pouvoir ou de l'exercice de la campagne pour l'avoir, quelque chose qui attire la presse française. Et je pense que c'est ça qu'on voit à l'image. C'est pour accompagner M. Macron dans son élan républicain plutôt que de dire ce qu'il est. Justement, à propos de la presse française, je voudrais juste qu'on écoute un représentant particulièrement typique de la presse française parlant de Macron. Un certain Christophe Barbier, éditorialiste, qui dès le mois d'avril 2017 se demandait si la France était prête à s'offrir, c'est le verbe utilisé, un président aussi cool que Barack Obama, John Kennedy ou Justin Trudeau. On regarde. Il peut y avoir une tentation en France de se donner un président de 39 ans qui va être une star dans le monde entier. Parce qu'imaginez qu'il soit élu président, il était inconnu il y a 2 ans, avec sa jeunesse, le couple qui est le sien, il y aura une Macron-mania. Est-ce qu'on a en France ce rêve d'avoir notre Obama à nous, ou notre Kennedy à nous? Giscard en 74 avait 48 ans, c'était jeune, mais il était dans la politique depuis un certain temps, il avait déjà été ministre. Est-ce que les Français se diront, allez chiche, on va être aimé du monde, on va surprendre le monde en se donnant Macron, et puis comme on hésite entre tous, pourquoi pas ce risque-là plutôt qu'un autre? Commentaire sur ce grand moment de journalisme. J'ai toujours beaucoup de mal avec lui, avec sa façon de faire entrer les faits, enfin de faire entrer sa théorie, les faits dans sa théorie plutôt. Bref, je crois qu'il y a une image construite de ce candidat. Je pense que c'est quelqu'un... Comme de tous. Oui, je pense, de tous. tout à fait. Je pense que on disait de Sarkozy que c'était quelqu'un qui dominait très bien la culture pop et donc la télé et qu'il savait très bien s'en servir. Je pense que lui, Macron et ses énarques qui étaient autour de lui, parce que remarquons qu'il y avait pratiquement que des hommes autour de lui dans sa campagne, dans son comité. Et je pense qu'ils ont la notion absolue. Ils ont déjà été élevés avec l'Internet, avec Facebook, pas élevés, mais arrivés à l'université ou à l'ENA. Et donc, ils sont très conscients du contrôle de l'image, comme tous les jeunes autour de nous. Et je pense qu'on voit par moments, il y a des moments où on voit qu'il y a vraiment un contrôle de l'image, des réactions, parce qu'il y a des caméras.
Alors, vous dites qu'il n'y a que des hommes autour de lui, avec une exception notable. Ah, et une c'est exception notable. le personnage qui a crevé l'écran et qui a attiré tous les regards. C'est donc cette jeune femme qu'on voit là, à côté de lui, qui est Sibeth Ndiaye, une de ses chargées de presse. Un commentaire sur ce personnage, tel qu'elle apparaît dans le documentaire? Elle apparaît comme une cheville ouvrière, pardon. Elle est extraordinaire, effectivement, elle crève l'écran déjà parce que c'est la seule femme qui est vraiment, en plus Brigitte, qui est tout le temps avec lui. Elle apparaît en fait en recul par rapport aux énarques et aux gens de la pensée. Alors remarquez, débat de premier tour, débat de deuxième tour, quand Macron commence à être un peu ironique et sarcastique avec Marine Le Pen et dit, vous savez, vous confondez les deux entreprises, on a une qui fabrique des téléphones et l'autre. Et là, on a un plan de coupe sur la salle où attend son équipe. Et elle dit, mais moi, je savais... Ah, pardon, c'est un peu plus tard, c'est sur les culs. Et elle dit, mais moi, je savais que les culs, je savais ça. Et là, il y a un moment, je dis, non, c'est pas possible. Tu te mets à un niveau si bas par rapport à ces gars. J'étais gênée en tant que femme. Ah. Et c'est ça qui m'est ressorti. Tout le monde disait, elle crève l'écran et elle crève l'écran par son calme. Mais elle n'a jamais une position de voilà, ça c'est une position de... Une position de pouvoir, voilà. Non, et accessoirement, dans une des scènes clés du film où on la voit engueuler un journaliste des Inrocks, puisque soi-disant il aurait mal retranscrit des propos de Macron. En fait, on a fait... Non, en réalité, oui, ils étaient très bien retranscrits. Il a vraiment tenu ses propos, mais elle était furieuse que les Inrocks aient pu transformer négativement une interview de l'Obs. Voilà. On en croit. Non, mais c'est frappant parce que quand on voit le film, on la trouve sympa, on est avec elle, elle a des baskets, elle est cool, enfin voilà. Oui. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un boulot typique d'attaché de presse qui fait pression sur un média qui est un média qui a fait son boulot. Je veux dire. Mais elle me frappe parce que d'abord, elle fait partie de ces jeunes ambitieux, extrêmement talentueux. C'est une toute petite bout de femme qui n'a pas l'air de quelqu'un issu de la bourgeoisie ou quelque chose qui entoure... Et pourtant, elle l'est. Hein. Oui, c'est vrai. C'est une fille de haut fonctionnaire sénégalais. Voilà. Tout à fait. Mais quand même, elle endosse le costume des étudiants de tous les jours, de ces jeunes qui s'en fichent un petit peu des apparences. Et je crois que c'est ça la force, parce que derrière cette apparence de velours, il y a quand même une main de fer. Et ça, comme dit Anna, ça se sent. Non, juste, voilà, donc sa mère a été présidente du Conseil constitutionnel au Sénégal. Ça donne une idée du milieu de la personne. Sur Sibeth Ndiaye, non Moi, je suis assez frappé par la réaction qu'il y a eu à son égard. Je trouve que l'un, à titre uniquement technique et littéraire, je dirais, par rapport à ce film, l'une des choses qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas de personnage, en fait. Si, elle. Mais justement, et quand même Emmanuel et Brigitte Macron, quand même, non? Oui, je suis... Mais comme il n'y a pas de tentative d'interroger, de les suivre individuellement, ou de... J'ai envie de dire, oui, en fait, il y a plein de personnages, sauf qu'on ne sait rien sur tous les personnages. Et je dirais la même chose pour Madame Ndiaye. Oui, elle a des moments où elle sourit, visiblement avec Emmanuel Macron, elle semble plutôt proche, ils aiment bien s'embrasser. Elle est méchante avec le journaliste des Inrocks. Mais tout est... J'ai envie de dire, je ne sais rien d'elle, je n'ai pas un regard sympathique envers elle, je n'ai pas un regard méchant envers elle, c'est juste, elle est plate, elle est lisse comme tous les autres personnages. Et donc je ne comprends pas très bien pourquoi il y a cet engouement autour d'elle. Il pourrait y avoir de l'engouement autour des autres têtes qu'on ne connaît pas. Est-ce que c'est pas simplement pour son atypisme? Oui, non, mais je veux dire, non, mais à part elle, il faut bien dire que l'entourage de Macron, c'est que des mecs. C'est que des mecs blancs. C'est que des mecs blancs qui semblent tous sortis des grandes écoles. Et elle, même si elle est aussi sortie des grandes écoles, on va dire que son apparence tranche. Je pense que tristement, c'est ça. On pensait qu'elle sortait peut-être des milieux de banlieue et qu'elle avait réussi à grimper. Beaucoup de gens ont pensé cela. Et c'est tout le contraire.
Mais le ce n'est pas contraire. expliqué. Oui. Et même dans les articles de presse qui sont sortis après, par beaucoup d'articles de presse, on n'expliquait pas. On disait elle crève l'écran, une star aînée quasiment, mais on il y a n'expliquait eu rien. 3 jours après un papier du Monde qui établissait sa biographie et où j'ai appris d'ailleurs que sa mère était voilà. Heureusement. un haut fonctionnaire sénégalais. Mais voilà, c'est problématique. Tous ces malentendus, tous ces non-dits, voilà, c'est ça qui gêne dans cette présidence dès le départ, dans cette candidature, dans ce marketing politique, qui pourtant est dans l'air du temps, parce qu'aux États-Unis, la politique, une campagne, c'est du marketing et c'est quasiment une campagne industrielle, je crois, Scott. Alors, vous savez qui nous disait ça il n'y a pas longtemps sur ce plateau? Quelqu'un qui s'appelle Noam Chomsky. À propos vous me faites honneur. À propos de l'élection, de la première élection d'Obama en 2008, on le réécoute. This is a slightly more vulgarized version of what happened in 2008 in a more polite way. Right after the Obama election in 2008, there was a major conference of the advertising industry, and they were celebrating. They said, this Obama victory is the best marketing campaign that has been run for years. We really succeeded in tremendous marketing achievements in selling this candidate. Now, they didn't sell it by, this fashion. They sold it in another way with eloquent rhetoric and nice talk about hope and change and all kind of pleasant images. But they described it to themselves. I should say this only was reported in the business press. I didn't see it reported anywhere else. But the conference were praising them. In fact, I think an award was given for the best marketing campaign of the year, and it was the Obama election campaign. Now, that's a kind of a somewhat less vulgar version of what you're seeing over there, but similar in character. We have to market candidates like commodities, and if we do it well, we're proud of ourselves. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'interrogeais Chomsky sur la campagne de Trump, et il m'a immédiatement répondu sur la campagne d'Obama en 2008. Donc voilà, alors, sur les éléments de similarité entre Macron et Obama, on a déjà parlé. Mais est-ce que vous pouvez me citer une campagne électorale depuis 20 ans qui ne soit pas vraiment du marketing? On parle aujourd'hui... Depuis 200 ans. 200 ans. Aujourd'hui, on parle de marketing très réussi de Macron. Mais on ne peut pas lui reprocher vraiment ce marketing, puisque tout le monde le faisait déjà depuis X temps. Alors, il y en a une équipe qui réussit et d'autres équipes qui ne réussissent pas. Et dans l'équipe de Macron, nous ne sommes pas à la place de cette seule dame qui accompagne justement son équipe. Dans une équipe, on doit adorer le chef. C'est la règle du marketing. On doit adorer, on doit le servir, on doit engueuler, on doit être sympa, ceci, cela. Tout cela fait partie du marketing. Alors, nous avons des copains qui travaillent dans la publicité. Oui, est-ce que cette remarque s'adresse simplement à des candidats, on va dire, mainstream comme Obama ou Macron? Parce que je ne sais pas si on peut dire que en France, par exemple, les campagnes de premier tour ou de second tour de Mélenchon ou de Le Pen, est-ce qu'on peut en dire aussi que c'était des campagnes marketing? Oui, non réussies, oui, plus ou moins réussies. Alors, si on est dans une campagne marketing, arrêtons ce mythe de l'élection présidentielle française, la rencontre d'un homme et d'un peuple. Je regrette. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais c'est au peuple de décider de cela. C'est quand le peuple dira arrêtez, ça suffit comme ça. Moi, je ne veux pas de produits publicitaires. Je veux Alors là, je mets un bémol parce que on ne peut pas décider à leur place. Je mets un bémol parce que je pense que les médias, les journalistes ont exactement une fonction aussi, en plus dans l'information, d'informer, c'est aussi de découdre ces ficelles qui ne sont pas visibles, apparentes pour tout le monde, pour tous les téléspectateurs, pour tous les lecteurs. Et je pense que souvent, nos médias européens, je ne parle pas que des Français, mais souvent, on ne le fait pas. On ne le fait pas assez. Mais justement, il y a quelque chose de très juste par rapport aux journalistes. Est-ce que vous pouvez me citer si Le Monde, qui est sous l'emprise de Berger, un journaliste, peut vraiment faire une critique, comme il se doit de Macron? Non.
La presse qui appartient à des patrons ont justement participé à fabriquer cette image et à ce personnage. Je ne dis pas personnalité, hein. Ce personnage, c'est justement, dans ce marketing, la presse a participé incroyablement. Au deuxième tour, le jour du deuxième tour, le journal du dimanche est sorti avec le portrait de Macron sur la une. Je crois que normalement c'est interdit. Alors, alors là, bon, vous introduisez un autre thème qui est le rôle des propriétaires de journaux français dans c'est pas là, je veux dire, c'est ma copine a raison. Mais les journalistes, est-ce qu'ils peuvent écrire quelque chose dans la présidentielle, alors c'est une vraie question. On sait que la plupart des médias français écrits, radiophoniques, audiovisuels, sont aux mains d'un petit groupe d'hommes d'affaires dont la plupart sont plutôt des sympathisants des thèses de Macron, on va dire. Voire de Macron lui-même, mais en tout cas des thèses de Macron. Vous trouvez les uns et les autres que c'est un phénomène qui a joué un rôle? Alors, non, mais pour le dire vite, est-ce que vous avez trouvé que pendant toute cette campagne, la presse, vous par exemple, Scott Sayard, vous avez trouvé que la presse française était globalement macronienne? Oui. Enfin oui, dans le sens où il y a eu très peu de critiques à son égard, justement parce que... Quelle critique vous auriez attendu sur non, mais je m'explique. Il y a eu très peu de critiques, mais on aurait, je veux dire, sur quoi les critiques ont manqué, en fait? Sur quels aspects? Quand je dis critique, je dis pas qu'il fallait être là à démonter son discours ou à essayer de démonter l'homme. Je dis plutôt qu'il aurait pu y avoir à son égard des tentatives d'aller voir plus. C'est-à-dire, on aurait pu aller fouiller beaucoup plus dans sa jeunesse, on aurait pu beaucoup plus aller fouiller dans sa montée, essayer de faire sortir des trucs sur comment il se comportait. Attendez, non mais ça a existé. Ça a existé. Non mais ça a existé. Il y a eu des enquêtes sur l'argent, par exemple. Je suis d'accord. On a dit voilà, ce monsieur a gagné 3 millions pendant qu'il était chez Rothschild. Il n'a plus rien. Où c'est passé? Et puis, non mais voilà. Et puis il a répondu, il a dit j'ai fait des travaux dans ma maison, dans mon appartement, etc. Alors, est-ce que vous trouvez qu'on aurait pu aller plus loin? Je trouve qu'on aurait pu aller plus loin, mais pas qu'avec lui. Par contre, je trouve que le vrai je ne suis pas là pour défendre la notion que les médias ont soutenu Macron. Je trouve que déjà, son approche est une approche consensuelle, grosso modo, avec, enfin, comment dire, ces thèses, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est des thèses qui sont plus ou moins admises par 90% du monde entier, et donc, du monde entier parmi les gens éduqués, donc les journalistes français, qui apprécient par ailleurs sa jeunesse. Je veux dire, ça s'explique qu'il n'y ait pas un regard aussi critique sur un homme qui dit des choses qui ne sont pas franchement offensifs, alors que vous avez d'autres candidats qui disent des choses très offensives. Alors pour aller dans votre sens, alors moi il y a une histoire, par exemple, on en a parlé sur le site là cette semaine, une histoire extraordinaire de l'époque où Macron était banquier et conseillait les journalistes du Monde soi-disant bénévolement dans le rachat du Monde. C'était il y a une dizaine d'années, où les journalistes du Monde ont découvert par hasard qu'en fait ils roulaient pour un des repreneurs potentiels du Monde. Et alors, il y a une scène absolument rocambolesque où il le dévoile par hasard et Macron se plante dans un escalier tout en haut de l'escalier pour qu'on le découvre pas, et le journaliste monte l'escalier et va le chercher tout en haut de l'escalier. Et ça, c'est une scène qui a été racontée dans Le Monde, par exemple, mais après le second tour. Oui. Alors que c'était raconté... Et qui n'a jamais été raconté avant le second tour. Dans Le Monde, pas dans Le Monde. Pas dans Le Monde. Non, c'était raconté sur Street Press par le journaliste du Monde qui avait vécu ça, mais il y a des mois, et c'était pas repris. Je ne dis pas qu'il y a un complot pour l'aider. Ce qui me dérange... S'il y a complot. Je pense qu'il y a complot simplement aussi parce que les gens se sont dit... Qu'est-ce qu'on fait? On a cette espèce de choix entre tous ces candidats-là et il semble être la seule personne qui défend un certain type d'idées. Je crois que la plupart de la presse française a roulé quelque part pour Macron aussi un petit peu par conviction.
aussi bien que... C'est ce que dit Scott Sayar, Oui, c'est la même chose. Mais pas par conviction. Juste pour préciser la pensée, parce que je veux pas passer pour le mec qui dit, comme par exemple le Front National ou François Fillon disait tout au long de la campagne, que la presse roulait pour Macron. Moi, je pense que par un jeu inconscient, il y a des valeurs qui s'alignent entre un travail journalistique sérieux et les valeurs qu'ils ont prônées par Emmanuel Macron, ce qui finit par ressembler à quelque chose. Mais ce qui finit par soutien. C'était des valeurs qui l'ont poussé consciemment ou là, inconsciemment à soutenir Macron quand même pour la plupart. Mais moi, juste pour préciser, c'est des valeurs inhérentes à ce travail qui ont fait ça. C'est-à-dire, c'est pas un choix. C'est pas un choix des journalistes. Des journalistes. Et donc le vrai problème là-dedans. Attendez, je comprends pas ce que vous entendez par valeur inhérente à ce travail. Par exemple, la notion d'ouverture et d'écoute et de volonté d'entendre l'autre et de retranscrire fidèlement. Ce sont des valeurs qui sont prônées. Alors, je ne sais pas si c'est des vraies valeurs d'Emmanuel Macron, mais visiblement, ce sont des valeurs. Vous voulez dire que des valeurs humaines de Macron ou prêtées à Macron ont pu rejoindre les valeurs professionnelles des journalistes. Je pense il y a vraiment une espèce de résonance, je trouve, entre les uns et les autres. Je crois aussi, évidemment, que les patrons roulaient pour Macron. Ça commence à devenir de plus en plus clair. Donc, il y avait une consonance sur ce plan-là. Donc, je trouve qu'il y a peut-être beaucoup de journalistes qui auraient pu poser plus de questions sérieuses, qui puissent voir le programme de Macron de plus près, de dire, écoutez, expliquez-vous sur cette question de 120 000 fonctionnaires que vous allez diminuer, ou le budget et comment vous allez, le 49.3 et tout ça. Je crois qu'on n'est pas allé suffisamment loin, et là, la presse était un peu paillasson. Enfin, vous parlez de 49.3, il n'a pas parlé de 49.3, lui, mais par exemple, il a parlé d'ordonnance. Oui. Il a dit qu'il allait faire passer une réforme du Code du travail par ordonnance dès le début de son mandat, et c'est vrai que ça n'a pas été tellement beaucoup exploré. Ni contesté, ni critiqué. Anna Navarro. Même pas que cela. Où est-ce que vous avez vu la presse signaler le fait que les 2-3 dernières années du mandat de François Hollande, les mesures phares ont toutes été inspirées par Macron? Nulle part. Moi, j'étais, à l'époque où il a été nommé ministre à Bercy, ministre de l'économie, je fréquentais un peu certaines rédactions parisiennes. Et j'ai été extrêmement surprise de voir, je vais dans le sens de Scott, de voir quelque chose passer, une sorte de transfert d'images des journalistes de sa génération, les 35-40, et de s'identifier avec lui, une sorte d'identification. C'est un mec plus jeune, c'est un mec qui... Voilà, c'est quelque chose auquel il voulait ressembler. Comment ça se manifestait je sais pas, dans l'habillement, dans le... Non, au contraire, dans la sympathie, dans les mots utilisés. Je me souvenais de dire, écoute, dis-moi, entre 4 yeux, dis-moi, entre 8 ou 6, dis-moi, vraiment, qu'est-ce que... en lui te plaît? Pourquoi tu es si acritique? Tu es tellement séduit. Et première chose, c'était, il est jeune comme moi, il peut y arriver à son âge, donc ça me donnait un espoir à moi aussi. Il est moins caractériel que les aînés en politique. Et puis, il y avait quelque chose, oui, il est libéral, il a une idée de politique. On n'est pas obligé de faire semblant qu'on aime tout le monde, qu'il faut protéger certaines... Voilà. C'était quelque chose, il ouvrait, si on vous suit, des écoutes. Si on vous suit, Anna, il aurait dû, pour les mêmes raisons, rebuter les vieux. Il aurait dû rebuter les sexagénaires qui sont à la tête ou propres. Non, mais attendez, mais là, c'est le caméléon. Il a l'image, c'est le Michel Drucker de la politique. C'est le genre idéal. Écoutez, et c'est vrai, c'est incroyable, rien ne lui a été imputé des mesures prises par le gouvernement, par François Hollande et Emmanuel Valls. Absolument rien. Il a tenté, il n'a pas réussi. Non, mais moi, j'ai envie de vous dire, en tant que Français, j'ai envie de vous dire, mais on le savait. C'est-à-dire, on sait que depuis 2012, c'est lui qui inspire la politique économique. Vous le saviez. Mais est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'à Mantes-la-Jolie, est-ce qu'il y a hier, ou est-ce qu'on le sait vraiment, dans la personne que vous rencontrez dans le train ou dans le bus et qui va rentrer chez lui, chez elle? Est-ce qu'il le sait?
C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Alors bon, on est tous en train de dire que la presse française a été scandaleusement indulgente avec Macron. Alors néanmoins, il y a eu quelques petits moments, on va dire, qui contredisent un peu cette théorie et où tout le monde lui est tombé dessus. Alors typiquement l'affaire de la Rotonde. De la Rotonde. Eh oui. Il allait fêter sa victoire donc au soir du premier tour avec plusieurs de ses proches et quelques célébrités. Donc à la Rotonde, une brasserie assez chic du 14e arrondissement de Paris. Donc les télévisions l'ont interpellé dès sa sortie et on regarde sa réaction. Monsieur Macron, la Rotonde, c'est votre Fouquet's ? Cher ami, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, les politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui modestement depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Donc c'est ce que vous voulez, mais c'était mon moment du cœur, vous voyez ? Mais je crois qu'au Fouquet's, il n'y a pas beaucoup de secrétaires, pas beaucoup d'officiers de sécurité. Vous les connaissez, vous m'avez accompagné partout. Vous avez vu qui était ici à table. Moi, j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien. Je vous salue. Alors, c'est vrai que pendant 2 jours, voilà, il y a eu une espèce de rotonde gate dans toute la presse parisienne. C'était le... Voilà. Alors, comment on peut concilier ça avec ce que vous décrivez par ailleurs comme une fascination pour Macron? Comment les deux sont possibles en même temps? Comment on peut être... Est-ce que c'est la loi des 3 ailes? Est-ce que c'est le... C'est comment d'abord lécher, ensuite lâcher et troisièmement lyncher? Lâcher, oui. Je pense qu'il y a une peur. Je pense qu'il y a une peur. En fait, déjà, je pense que beaucoup de journalistes commencent à avoir très peur de ce qu'on disait d'eux à l'étranger aussi, parce que tout ce que nous disons ici a été amplement dit. Et donc ils ont sauté sur l'affaire de la Rotonde pour quoi? Pour démontrer leur capacité critique. Non, je pense qu'il y a une peur parce que c'était vraiment un parallèle avec le Fouquet. C'était tellement évident. Je pense qu'ils ont eu très peur d'être connotés comme conciliants et comme complices de cet épisode. C'est la seule fois peut-être, ça n'apparaît pas vraiment, il est sur le point de perdre son sang-froid. Oui, c'est-à-dire à la Rotonde, quand il répond au journaliste qui dit est-ce que c'est votre Fouquet? On le sent énervé. Hein, ça, oui, il est énervé. Et c'est la seule fois que je le vois vraiment énervé. Donc je dis, ma copine a raison, les journalistes ont de quoi avoir peur. L'avenir peut-être... Pourquoi peur? Je comprends pas pourquoi. Parce que vous savez, écoutez, c'est déjà, quand on parle de la presse qui a été très indulgent par rapport à Macron, etc., de quoi on parle? En fait, ce n'est pas les journalistes qui sont intelligents. Les journalistes, c'est-à-dire ne pouvaient pas faire, poser une question, écrire ou montrer quelque chose qui déplairait à leur patron. Ah non, je ne suis pas d'accord, c'est trop simpliste. Attends, je finis. Je viens d'un pays quand même, je sais comment l'autocensure, je suis une connaisseuse vraiment spécialiste de l'autocensure. Donc déjà, dans les médias, pour ne pas être contre son patron, ils ne pouvaient pas vraiment faire leur devoir de journaliste, comme vous avez si bien souligné. À partir de là, maintenant, tout dépend si Macron va lâcher ou bien va trahir ses patrons et qu'il va montrer son visage où il est très très sympathique justement avec les jeunes handicapés par exemple. Là, je le crois sincère, moi, quand il dit « vous pouvez compter sur moi ». Parce que Macron, c'est un mec complexe. Il ne faut surtout pas le prendre, si on l'a choisi comme produit du marketing, c'est qu'il le mérite. Il est super bien armé là et moi, je m'attends à des trahisons de sa part, aussi bien contre le patronat qu'il a soutenu. Hein. Robin? Oui, je m'attends à tout. Donc, Robin? J'ai juste une question pour essayer de prendre un tout petit peu de hauteur. Comment Macron est-il vu en Inde, aux États-Unis, en Turquie, au Portugal, en quelques mots? Parce que là, on parle beaucoup franco-français. Mais... Très bien vu. En Inde, une partie des Indiens voit cette élection française avec émerveillement, parce que depuis un certain temps, on est en train d'aller vers l'extrême droite, hindouiste, anti-islam, anti-musulman, et toute la lobby qui est plutôt, disons, intellectuelle, libérale, qui croit dans la valeur de la liberté d'expression et l'égalité pour tous, et voilà, une espèce de sécularisme, se trouve coincée en Inde. Donc, on voit chez Macron et on voit chez la France, en fait. La France qui se lève au-delà de cette courant populiste et tout ça qui se passe dans le monde. Je corrige un tout petit peu ce que vous dites. Il est bien vu, mais il est bien vu par les anti-maudits.
Je suis totalement d'accord. Il n'est pas bien vu par les électeurs de Modi, qui, sauf erreur, sont quand même la majorité, puisque Modi est Premier ministre. Ils sont majoritaires, mais il n'est pas mal vu par eux non plus. Parce qu'ils voient en lui quelqu'un qui est jeune, qui est dynamique, qui donne un espèce d'élan. Et on ne le voit pas comme quelqu'un qui est pro-musulman. On ne le voit pas comme autre chose. C'est-à-dire, de côté Modi, c'est neutre, mais de côté intello-libéral, c'est enthousiaste. Au Portugal ? C'est d'abord le personnage qui a empêché la progression du populisme de droite ou de l'extrême droite en Europe, ou qui a mis un petit coup d'arrêt pour l'instant. Donc ça, c'était l'élément le plus important. Je ne sais pas s'il aurait été au deuxième tour face à Fillon, en mettant même face à Mélenchon ou à Hamon, si ça aurait été la même sympathie. Mais il y avait aussi, dans ce contexte, face à une Marine Le Pen qui prenait la fin de l'Europe, ou face à un Mélenchon qui prenait aussi une attitude différente de l'Europe, pour un pays qui en est lourdement dépendant, géographiquement, économiquement, institutionnellement, eh bien, il y avait quand même une énorme soulagement, bienveillance. On a vu le barrage. En Turquie ? Eh bien, en Turquie, c'est mitigé parce qu'il y a les nationalistes qui étaient vraiment pour Marine Le Pen. Étant donné qu'il y a 3 millions de réfugiés syriens en Turquie, et ils ne sont pas bien vus. Les Turcs, la plupart des Turcs n'en peuvent plus de ces Syriens. 3 millions de Syriens à qui le gouvernement Erdogan octroie des droits plus qu'à des Turcs. Mais je ne comprends pas, parce que Marine Le Pen voulait en renvoyer encore davantage. Voilà, non, mais justement, ces nationalistes pensaient que Marine Le Pen a raison de ne pas vouloir des étrangers sur son sol, des immigrés ou des réfugiés ou des expatriés, etc. Ils étaient tout à fait d'accord avec Marine Le Pen sur le plan national français. Et là, ils sont, bien sûr, ceux-là sont très déçus. Par contre, il y a toujours beaucoup de pro-européens en Turquie. Et ces pro-européens étaient roulés pour Macron. Et pas seulement parce que c'est un très bon produit de marketing qui est jeune et en plus qui donne de l'espoir aux dames mûres. Donc, moi, j'ai eu des copines qui ont fait énormément d'humour pendant toute une soirée sur WhatsApp, vous voyez, en disant on aime les Français et dans le paradis que Erdogan prépare pour nous, on veut être à côté des Français. C'est des dames d'un certain... Les motivations sont composites. Voilà, les motivations sont composites, mais il y en a beaucoup, vous savez, des deux côtés. Donc, les pro-européens étaient d'accord pour Macron parce qu'ils savaient que un Frexit, après le Brexit, serait la fin de l'Europe. Même si être membre de l'Union européenne est de plus en plus improbable pour la Turquie, nous gardons tous les pro-européens, toujours l'espoir qu'un jour on va pouvoir se débarrasser de Erdogan pour pouvoir rentrer dans l'ordre de nouveau sur la voie de l'Europe. Parce que vous savez, ce qu'on ne dit pas en Europe, c'est que les relations entre la Turquie et l'Europe est très, très avancées par rapport à l'économie, etc. On se donne de l'argent. Aux États-Unis ? Aux États-Unis, on a regardé cette élection quasi uniquement, à mon sens, à travers le prisme de la montée du populisme de droite. Et donc, on a vu l'élection d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron lui-même, comme le rempart doux contre ce populisme. Je pense que le personnage lui-même... il est assez peu connu, assez peu regardé. Sa femme, en revanche, intéresse beaucoup les Américains. Pour les mêmes raisons que les Américaines ou les Américains ? Non. Les deux, je dirais, parce qu'aux États-Unis, et surtout dans le milieu intellectuel, c'est-à-dire d'où sort la plupart des journaux aux États-Unis, on est dans un moment, une phase aux États-Unis où il y a un intérêt très poussé pour les questions sur le genre, sur la sexualité, beaucoup de remises en question, sur des questions raciales surtout, mais donc le fait que ce soit une femme plus âgée,
mais qui s'affirme aussi à côté de son homme et qui veut être indépendante. Tout ça est vu avec beaucoup d'acceptation et presque une volonté de la célébrer. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui, et dans les 2 ou 3 derniers jours, sur Brigitte Macron. Il n'y en a presque pas du tout sur Emmanuel. Ça crée un émerveillement. Et c'est très bien ainsi, parce que jusque-là, Trump et sa jeune femme passent très bien. Pourquoi pas le contraire? Alors, il y a une nationalité qui n'est pas représentée autour de cette table, c'est la nationalité allemande. Et évidemment, il est important de savoir comment la presse allemande a accueilli l'élection de Macron, dans la mesure où la négociation avec Angela Merkel et l'Allemagne sera une des clés de sa réussite ou de son échec. On a donc regardé la télé allemande. C'est ça. Un exemple donc avec un sujet du journal télévisé de la première chaîne publique allemande, diffusé au lendemain de l'élection de Macron. Un sujet qui souligne que le projet de Macron ne semble pas vraiment avoir les faveurs du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. On regarde. Staats- und Regierungschefs weltweit gratulierten Macron zum Sieg. Vor allem in europäischen Hauptstädten machte sich Erleichterung breit. Die Bundesregierung erklärte, Macron trage nicht nur die Hoffnung von Millionen Franzosen, sondern auch von vielen Menschen in Deutschland. Allerdings stoßen einige von Macrons Ideen in Berlin und Brüssel auf Skepsis, insbesondere in der Frage, inwiefern EU-Staaten andere hochverschuldete Mitgliedsländer unterstützen sollen. Macron hätte schon Ideen. Er will mit Hilfe der EU die negativen Folgen der Globalisierung mildern und Wirtschaftspolitik stärker in Brüssel machen. Ein gemeinsamer Haushalt für die Eurozone. Daraus könnten Hilfen für finanzschwächere Länder bezahlt werden. Doch der EU-Kommissionspräsident warnte heute, Macrons Überschriften seien gut, die Umsetzung aber schwierig. Zunächst müsse Frankreich seine eigenen Probleme lösen. Die Franzosen geben zu viel Geld aus und geben Geld an der falschen Stelle aus. Das zu ändern wird die erste wichtige Aufgabe für Emmanuel Macron. Denn nur so kann er Glaubwürdigkeit in der EU gewinnen, um Forderungen an finanzstarke Länder wie Deutschland oder die Niederlande zu stellen. Von Enthusiasmus für seine konkreten Pläne war heute in Brüssel wenig zu spüren. Doch allen hier ist klar, mit seinen Ideen wird man sich auseinandersetzen müssen. Alors, je ne sais pas si ça vous a frappé aussi, et notamment par exemple si ça a frappé la portugaise, qu'à peine l'élection terminée, Macron, pas encore en fonction, a été rappelé à l'orthodoxie financière par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Je veux dire, les télés françaises ont montré ça dans un coin, enfin, ont été très discrètes sur cet aspect-là. Je ne sais pas, ça nous a énormément frappé. On sait très bien, on sait, c'est le Portugal, la Grèce, on sait très bien quel est ce rouleau compresseur de Bruxelles et Berlin derrière et les pays satellites de l'Allemagne économiquement. Donc ça ne nous a pas du tout surpris. On savait parfaitement que ces idées de tout cet aura dont il se prévalait en France d'avoir aidé la Grèce, qui quand même un tout petit peu exagéré, hein. Varoufakis, là, il vend un petit peu du gras de serpent. Mais tout cet aura-là, on savait que c'était plutôt un élément de marketing et de politique. Bon, c'est bien joué, c'est de bonne guerre, évidemment. Mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Et on sait très bien qu'il va devoir se soumettre au diktat de Bruxelles. J'utilise à dessein le mot diktat. Et la discrétion des médias français par rapport aux réactions allemandes et à la réaction de Juncker, vous a étonné ou pas? Oui, absolument. Parce que vraiment, on ne veut pas admettre l'éléphant dans la pièce, qui est celui de la... En quelque sorte, j'utilise un mot anglais qui est profligacy français. Hein, dans le sens qu'on va loin dans les dépenses, on ne réfléchit pas, on ne pense pas. C'est vraiment le welfare state français qui est mis en question et qui continue. C'est-à-dire avec Hollande, ça a continué. Je crois qu'avec Macron aussi, jusqu'à quel point est-ce qu'il va pouvoir tailler, parce que les syndicats sont déjà pratiquement dans la rue, il y a des menaces. Marine Le Pen a parlé des révolutions ou des révoltes à venir, donc il faut que Macron aille très doucement. Et de toute manière, sa politique, c'est les changements. Et Juncker lui demande d'aller très vite, au contraire. Exactement. Dans l'autre sens. On a parlé de ces mesures, de ces changements à venir, et vous avez tout à l'heure parlé des ordonnances, et c'est quelque chose que, vu de l'étranger, j'ai beaucoup de mal à expliquer à notre jeune démocratie, qui est quand même encore plus jeune que le temps de dictature que nous avons connu, d'expliquer qu'il va à peine élu, il va demander, s'il a une majorité au Parlement, demander une loi d'habilitation qui va
par laquelle le Parlement va transférer le pouvoir législatif à l'exécutif, ça au pays de Montaigne. Et franchement, et qu'il va, sans aucune consultation, comme un dictateur, tout simplement, écrire une loi, l'approuver, la promulguer et la mettre en exécution. Vous avez écrit ça dans vos papiers? Je n'ai pas pu écrire encore cela, je l'ai dit à plusieurs reprises. Parce que, vos chefs? Oui, mais non, c'est pas que cela. Mais pourquoi vous ne l'avez pas écrit? Non, mais parce qu'on m'a demandé d'autres angles, mais c'est quelque chose qui est en débat chez nous, parce que d'autres commentateurs, on m'a demandé quand même, vous devez informer aussi. Donc là, ce serait un texte d'opinion que je ferais. Mais c'est quand même, mais j'ai attiré l'attention, le débat existe et on ne le comprend pas. Quand au Portugal, Vous voulez dire au Portugal? Au Portugal. Quand on dit au Portugal, en revenant sur ce qui s'était passé très vite, ce qu'on nous a imposé comme programme politique, non voté, c'est-à-dire on avait l'apparence du choix avec les élections, mais on n'avait qu'un seul programme qui était imposé, FMI et Union européenne. Quand on dit c'est la dictature parfaite parce que ça a le goût de la démocratie, ça en a l'aspect de la démocratie, mais ça n'en est pas une, eh bien les ordonnances, c'est quelque chose qui nous parle et qui nous interpelle. Voilà. Bon, il faut faire un papier. Oui, je le ferai. Il faut le faire. Pas encore, mais je le ferai. Faut le vendre à vos chefs. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet exercice de regard croisé sur les premiers. Les premiers signaux macroniens. C'était précieux d'avoir des journalistes étrangers, des regards étrangers sur ces images-là. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.